pense qu'on a un espace pour les questions, discussions ou débats. Merci Benoît. Spontanément, ce que ça me fait penser, ça croise assez les travaux de deux chercheurs avec qui on avait écrit la note de synthèse sur la construction et la reconnaissance de savoir expérientiel, qui sont Emmanuel Jouette et Olivier Lasvernias, qui ont fait une méta-analyse et qui ont constaté deux choses. C'est que si jamais on voulait avoir déjà une analyse plus fine des écrits, en fait, il faudrait faire un travail de réflexion sur l'indexation, sur les moteurs de recherche, que les mots comme ça génériques sont pas suffisants pour avoir une grille de lecture. Donc ça correspond à une grande partie des choses que tu as dites. Et que effectivement, eux, ils ont fait une analyse, quand même en méta-analyse, ils ont vu que beaucoup de choses sur l'implication des patients, ça se passe encore vraiment au niveau globalement du colloque singulier ou de l'équipe interdisciplinaire, mais vraiment au niveau du soin, et qu'il n'y a pas énormément il y a beaucoup moins de choses. Et au niveau de l'implication des patients dans la recherche, en fait, on reste encore beaucoup sur le patient, sur l'analyse de données, mais très peu encore sur les designs de recherche. Oui. Voilà, c'est une publication qui était sortie en 2017. Donc, voilà. Des questions ? Des réponses peut-être ? Alexandre. Bonjour, merci beaucoup. Premièrement, je veux dire, c'est vrai qu'il y a plusieurs patients-chercheurs sur le partenariat, mais ils ne s'annoncent pas nécessairement toujours comme ça, où c'est difficile à travers une revue de littérature de savoir s'ils sont patients. Il y a juste à citer Luigi Flora qui est ici. Il y a Mathieu Jackson à l'Université de Montréal aussi qui est patient, ou Nicolas Fernandez, qui sont des personnes justement qui font de la recherche en tant qu'est dans une posture de patient. Mais un des enjeux, effectivement, c'est que c'est difficile dans une revue de littérature d'aller identifier qui se présentent dans la revue de littérature comme étant des chercheurs, ce qui est légitime. Une des dimensions qui ne sort pas souvent dans les travaux de recherche, c'est la fonction politique associée au travail académique. C'est-à-dire que, comment dire, expliciter ou rendre compte d'une expérience de partenariat à travers le format d'un article académique ou d'une recherche académique répond à une fonction politique. C'est-à-dire que c'est une manière de considérer qu'est légitime ou crédible certains types d'expériences qui sont mesurables, évaluables, transmissibles à travers ce genre de format. Et qu'à la fois, il faut qu'on soit capable, je pense, de les utiliser pour ce que ça nous permet, c'est-à-dire une fonction de rétroaction, savoir est-ce qu'on fait ça correctement, mais faire attention à ne pas se limiter à ça, parce qu'on voit que dans beaucoup de mouvements, certains se sont arrêtés parce qu'on va dire, mais est-ce que tu es capable de prouver, entre guillemets, l'impact, est-ce que tu es capable de faire des essais randomisés, etc. On les connaît, et que de ce fait-là, il faut, je pense, qu'on développe une position nuancée entre comment on peut utiliser les articles académiques comme un levier de déploiement de ça, et à la fois que ce ne soit pas un levier d'appauvrissement ou de freinage de certains élans qui ne pourraient pas démontrer leur pertinence à travers ce vecteur-là. Donc c'est quelque chose que je pense dans les présentations académiques, on devrait prendre le réflexe de faire et que je ne fais pas non plus, mais qu'il faudrait donc, je me rends compte, il faudrait qu'on explicite, c'est quels sont les intérêts et les inconvénients de passer par ce format-là. Notamment le fait que vous dites, il y a beaucoup de choses qui sont en micro, mais parce que souvent, dès qu'on fait des initiatives à l'échelle plus macro, ça ne passe pas sous ce format-là. Où c'est vraiment beaucoup plus compliqué. En tout cas, nous, quand on a essayé de publier des articles un peu plus de ce format-là, en termes de standards de revue, à chaque fois, on nous refusait l'article. Donc en même temps, c'est que l'outil lui-même fait un filtre et ne sélectionne essentiellement que des initiatives au niveau micro. Et le dernier commentaire que j'avais, c'était sur le fait de nommer. Donc ça, c'était l'exemple concret pour nommer la fonction politique associée au travail académique et de dire, dès qu'on nomme certaines choses, surtout si c'est une communauté de professionnels essentiellement et des chercheurs, on sait qu'on empêche, ou en tout cas on s'approprie une certaine conception de ce qu'est l'activité du partenariat et on enlève ce pouvoir-là qui est dans le flou, de pouvoir faire des initiatives assez différentes. En sciences politiques, il y a un concept qui s'appelle le signifiant vide et qui permet justement l'action collective, qui dit si chacun dans une lutte syndicale, par exemple entre des profs, des ouvriers, des cheminots, etc., s'entendaient réellement sur leur combat, en fait, ils ne feraient jamais la marche ensemble, ils ne feraient jamais le combat ensemble, parce qu'en fait, ce n'est pas exactement pour la même chose qu'ils sont en train de lutter. Et que de ce fait-là, si on faisait vraiment le travail de nommer précisément, on tuerait le mouvement collectif. Parce que justement, c'est une agrégation de volonté et d'horizons pas entièrement. Donc le but, c'est qu'il y ait quand même un minimum d'homogénéité, mais il faut faire attention aussi à trop nommer précisément, parce qu'on peut tuer des agrégations d'actions individuelles qui donnent des mouvements collectifs qui transforment. Et donc pareil, c'est encore une question d'équilibre. Je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le nommer.
C'est qu'il faut qu'on explicite dans ce travail académique le fait que voici ce que ça a comme intérêt et inconvénient. Merci beaucoup. Oui, je rejoins vraiment vos propositions. Puis je souligne, en fait, au niveau des patients-chercheurs, en effet, finalement, ça pourrait être vraiment une présentation en soi. Et il y a des revues de littérature qui se font pour le moment. Moi, je n'ai pas fouillé ce travail, mais certainement, enfin, il y a beaucoup de travaux qui se passent et des initiatives, finalement, où on considère les patients au-delà simplement d'un répondant au niveau de l'analyse des résultats. Il y a des démarches qui s'ouvrent vraiment avec des groupes de patients considérés dès le départ de la recherche, déjà sur la définition des questions de recherche, etc. Donc je pense qu'il y a des mouvements qui sont là présents pour le moment. Donc, je ne voudrais pas que la présentation donne l'impression de diminuer ces travaux, mais en tous les cas, moi je ne les ai pas fouillés dans cette présentation. Alors je pense que chez nous en Europe, contrairement peut-être au Canada, on n'a pas beaucoup cette notion de learn by doing. On est très en attente de résultats pour pouvoir aller négocier des financements d'activités ou par exemple autour du partenariat. Et simplement, si je regarde notre institution CHU auquel nous sommes attachés à Liège, on essaye depuis un certain temps de mettre en place des activités de partenariat, d'éducation thérapeutique et autres. Et on voit que très souvent on nous demande, oui, mais montrez-nous un peu si ça marche et puis on vous financera. Alors il y a quand même un changement qui est en train de se passer, qui est lié finalement à un cadre plus politique ou de financement des hôpitaux, notamment avec toutes les accréditations qui ont lieu et qui poussent finalement, qui sont des leviers ou des opportunités pour nous à intégrer des démarches de partenariat dans l'hôpital. Donc on essaye de saisir ces opportunités pour nous offrir des espaces d'intervention dans l'hôpital. Alors, sur la notion d'intervention, on est finalement dans l'engagement du patient sur des interventions pour moi qui sont complexes. Donc on n'est pas simplement sur des petites interventions ou des projets que l'on va essayer enfin, ça fait partie, ces projets font partie, pour moi, de changements complets, c'est-à-dire qu'on doit considérer l'engagement du patient comme une évolution dans le système de santé. Et c'est très difficile à documenter, en effet. Et c'est là, je pense qu'on a besoin de s'associer avec différentes disciplines et des personnes qui regardent ça d'un niveau plus macroscopique. Donc, je pense qu'il y a moyen, parce que je travaille aussi sur des projets de soins intégrés qui pensent à réformer finalement l'organisation du système de santé, et on s'inspire vraiment de méthodes d'évaluation autres que les standards, comme je disais, biomédicaux, et qui nous ouvrent vraiment des voies possibles d'évaluation. Et puis alors, c'est vrai que je rejoins vraiment l'idée sur... attention, n'ayons peut-être pas qu'un seul terme pour désigner l'ensemble des démarches qui pourraient freiner finalement le développement de certains acteurs. Non, je pense que, en tous les cas, nous, en tant qu'acteurs de santé publique, on essaye de soutenir des projets. La première chose qu'on fait quand on rencontre des parties prenantes, c'est de voir, mais ok, de quoi vous parlez? On essaie de clarifier les choses pour voir comment on peut mieux les accompagner et voir si on ne peut pas ouvrir parfois le champ des possibles avec eux, c'est-à-dire, ok, vous avez pensé à ça, à une possibilité d'action, mais il y a peut-être d'autres choses que vous pourriez penser à côté qui nous permettent d'avoir une approche plus systémique et qui permettent de faire davantage de changements que simplement la porte d'entrée par laquelle ils sont entrés. Mais en effet, ne tuons pas le champ en uniformisant peut-être les concepts qu'on utilise dans le domaine de la recherche. Merci. Avant de poser des questions, j'ai juste complété. On a une communication tout à l'heure ici, justement sur la difficulté quand on est chercheur et patient à mettre en avant le qualificatif de patient. On en avait deux, en fait, il y en a un qui n'a pas pu venir pour une question d'agenda, mais c'est une vraie question. Moi, je connais beaucoup, empiriquement, je connais beaucoup de patients qui sont chercheurs, mais qui n'arrivent pas à l'affirmer parce qu'aujourd'hui, le contexte n'est pas favorable à ça, quoi. Bonjour et merci. Moi, je suis médecin de santé publique à Rennes, donc ça me parlait beaucoup ce que vous disiez sur l'approche systémique. Et pour rebondir sur les propositions d'Alexandre, moi j'avais une première question, puis après j'en ai une deuxième. La première question, c'est sur votre consortium là, à PPS. Effectivement, quels sont les chercheurs professionnels qui sont associés? Vous avez parlé qu'il y a différents pays, mais vous n'avez pas trop décrit. Voilà, est-ce qu'il y a des politologues, par exemple, des sociologues? Enfin, voilà, on a parlé des sciences sociales. Et la deuxième question que j'avais, qui m'a beaucoup intéressé, là, c'est dans votre clarification conceptuelle. On est en train d'essayer de rédiger en France, en fait, une recommandation sur justement les bonnes pratiques sur l'engagement des patients dans le système de santé. Et on s'est posé des questions de méthodo et donc justement
d'intégrer des patients dans la réflexion sur la bibliographie et notamment sur la clarification conceptuelle. Donc ça m'intéresse bien que si vous avez des éléments, de nous dire en quoi cela vous paraît intéressant, en fait, effectivement, d'intégrer les patients, les représentants de patients, dans cette question de clarification conceptuelle, si je reprends votre question. Voilà. Bien, on va commencer par la question la plus simple. Donc, qui est le consortium de recherche? En effet, on a un collectif d'acteurs qui viennent de disciplines assez nuancées, différentes. Donc, on travaille pas mal avec le champ des sciences sociales et humaines. On réunit des acteurs de sciences politiques, comme vous dites, de sciences sociales, de sociologues. On a des psychologues. On a aussi la balance avec le côté plus médical des médecins qui sont représentés. Et c'est vrai que, bon, avec les acteurs dans lesquels on s'est engagé, c'est peut-être plus aussi des acteurs avec qui on avait déjà participé dans le cadre de précédents projets, mais c'est vrai qu'on essaye d'allier des personnes qui peuvent nous avoir une approche assez différente ou d'un point de vue différent sur le sujet de recherche, ce qui crée par moments des moments de friction, mais aussi une plus-value quand on arrive à dépasser ces moments de friction. Et ça, c'est intéressant. On travaille pas mal aussi avec un regard des associations de patients. On a une représentante ici de la Ligue des usagers des services de santé qui est un des partenaires, je vais dire, indirects du projet, qui n'est peut-être pas encore assez intégré dans le projet, ce qui est fou pour un projet de démarche patient-partenaire, mais je fais l'auto-évaluation et c'est vrai que même l'agenda de recherche de démarrage du projet n'a pas forcément été suffisamment discuté avec les acteurs patients. Alors, ce qui pose la question d'intégrer des patients dans les démarches conceptuelles, et si je pointe bien l'intérêt de le faire, en tous les cas, c'est ce qui est décrit dans la littérature scientifique, je n'ai pas forcément encore suffisamment d'éléments pour vous dire comment on peut le faire. Moi, je pense que c'est difficile de faire reposer ce questionnement sur un ou deux patients. Enfin, très souvent, je préfère qu'on s'appuie sur un collectif de personnes qui apporteront une plus-value finalement, à une dynamique finalement de la manière aussi dont ils peuvent se répondre les uns les autres, parce que les points de vue peuvent être fort différents. Enfin, on parlait hier de la question de la représentativité patient, et comment est-ce qu'on peut atteindre cette représentativité dans des groupes de recherche notamment. Je n'ai pas de réponse à ce stade. Peut-être que nos collègues canadiens auront des réponses plus avancées avec leurs travaux actuels. Mais moi, dans la manière dont je le vois, c'est surtout s'appuyer sur un collectif plutôt que des individualités. En tous les cas, c'est un des éléments que j'apporterai comme réponse. Pardon ? Juste pour vous dire, dans le groupe qui tente d'écrire une recours, on est 9 patients, 9 professionnels, quoi, en fait. D'accord. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, c'est un peu pour faire le lien avec ce que disait Luigi, mais c'est une question que je me pose. Au sein de l'unité de recherche qu'on a à Nice, créée du coup en janvier dernier, on a décidé donc de mettre en place un axe sur l'implication des patients dans la recherche. Et c'est vrai que moi je vois ça d'un point de vue de médecin, donc je suis médecin généraliste et du coup chercheur. Donc j'ai mon cursus de médecin et puis en parallèle j'ai fait mon cursus de chercheur avec le master et la thèse d'université où je me suis fait une spécialité en épidémio, etc. etc. Bon. C'est vrai que les patients chercheurs que je côtoie sont souvent donc des patients qui ont un cursus de chercheur et qui ont développé une expertise dans certains domaines comme les sciences de l'éducation par exemple. Mais de ce fait, j'avoue que j'ai un peu du mal, et même pour eux, pour les positionner, parce qu'ils sont des chercheurs en sciences de l'éducation. La question, c'est comment on ajoute cette plus-value de patients. Est-ce que c'est toujours des patients qui se sont formés à la recherche? Ça, c'est une première posture. Et puis après, on pourrait dire aussi, un peu comme dans le cadre des savoirs expérientiels, il y a un savoir expérientiel dans le soin, ça c'est certain. Dans la recherche, c'est quand même beaucoup moins évident. Donc, les associer aux réflexions sur les protocoles pour faire de la recherche participative, définir mieux des objectifs en termes de résultats attendus d'une étude pour que les résultats servent aux patients dans l'amélioration de la qualité des soins, tout ça c'est assez, j'allais dire, simple. À partir du moment où ils sont associés et qu'on leur a donné les outils de compréhension des enjeux, quels qu'ils soient. Mais
pour moi, c'est un peu provocateur, mais il n'y a pas de savoir expérientiel en recherche pour les patients. Mais j'aimerais bien que vous me donniez des arguments de contradiction. C'est un défi. Je pense qu'on va prendre le reste de la journée pour en discuter. Non, mais déjà, je ne suis pas un spécialiste de l'intégration des chercheurs, des patients dans la recherche. Donc, ce sera un avis très personnel ici que je vous donne et pas forcément celui qui représente des choses que j'ai pu lire. Finalement, quand on parle de la question de formation des patients, que ce soit pour la recherche, l'enseignement, etc., on en a encore discuté hier après-midi, il y a toujours cette notion pour moi de finalité. Finalement, qu'est-ce qu'on attend ? À quoi est-ce qu'ils peuvent contribuer ? Et clarifier cette notion de finalité permet de contribuer aussi à ce qu'ils ont besoin en termes de formation, à mon avis. Et je pense, voilà, spontanément, comme ça, ce qu'on peut peut-être attendre des patients, j'espère que pas mettre des patients chercheurs ici à Dôme. Si, par exemple, un critère sur lequel on peut les faire travailler, c'est la notion de priorisation. Finalement, dans un domaine de recherche, qu'est-ce qui est le plus important vu par le collectif patient ? C'est un critère sur lequel on peut travailler. Ça veut dire que pour arriver à ce qu'ils puissent prioriser, il faut leur donner les clés de lecture, c'est-à-dire savoir quelles sont aujourd'hui, il faut les nourrir avec les éléments contextuels, quelles sont aujourd'hui les recherches qui ont lieu dans le domaine. Donc je vais dire, la question de la formation, pour moi, elle va être très interdépendante de la finalité qu'on se donne de faire participer les patients à la recherche. Et donc il y a cette question de l'acceptabilité, enfin de priorité, il y a peut-être une question de qu'est-ce qui est acceptable sur les dispositifs ou les outils de collecte de données, peut-être qu'il y a des sensibilités que les chercheurs qui sont professionnels de santé n'ont plus la même sensibilité sur des éléments que des patients qui ont un œil plus spontané ou vif sur ces questions pourraient avoir. Donc je pense qu'il faut essayer chaque fois de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on attend des patients ? Donc, on peut travailler sur des critères qui permettent de voir sur quoi ils peuvent participer, et puis de faire la démarche rétroactive, c'est-à-dire en fonction de cette finalité, de quels outils ils ont besoin, où ils en sont, et comment est-ce qu'on peut construire des dispositifs qui vont permettre de répondre à ces besoins. Un patient chercheur, des figures patients-chercheurs qui prennent vraiment un leadership dans la thématique, là c'est pour moi encore un autre pas, parce que ce sont alors des figures qui en effet ont suivi un parcours souvent lié à sciences de l'éducation, qui ont fait une thèse, etc. Et donc certainement qu'il y a toujours une sensibilité chercheur, enfin je ne peux pas parler en leur nom, Luigi pourra peut-être nous dire, mais il y a quand même parfois aussi, je ne sais pas, une perte des sensibilités de départ liées à une meilleure connaissance du champ. C'est une question qui m'est posée. C'est une question qui t'est posée, oui. Et je renvoie la balle parce que... Je répondrai quand tu auras fini. Mais je veux dire, moi, je ne connais pas suffisamment ce champ pour répondre de manière très affirmative. Voilà, c'est plutôt je vais dire, ma représentation actuelle des choses, et qui demande certainement à évoluer. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent réagir, je voyais. Je vais d'abord répondre à ta question, et puis après, je passerai la parole. En fait, la solution est dans ce que tu as dit, c'est-à-dire, d'une part, le fait qu'il ne faut pas se retrouver seul comme chercheur dans cette perspective-là. Je rappelle qu'à l'Université de Montréal, on a développé un référentiel de compétences patients à partir de mon travail de recherche, qui avait déjà fait émerger une quinzaine de compétences. Et il y a une compétence qui est la compétence en fait, de mettre ses savoirs socio-professionnels au service de la perspective patient. Donc on a un moyen de recruter des patients qui resteront dans la perspective patient pour peu qu'on ait besoin comme tu le disais, par rapport à qu'est-ce qu'on attend, ces attentes. Mais ça, c'est une des parties des patients-chercheurs, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce type de patient-chercheur qui est nécessaire pour avancer, pour éclairer une grosse partie des choses que tu as éclairées pendant ta conférence. Mais ce n'est pas les seuls patients, il faut aussi des patients qui n'aient pas forcément, eux, de background de chercheurs. Et c'est en complémentant ceux qui sont capables de faire ce travail et ceux qui ne le sont pas. Moi, je vais vous donner un exemple. En 2014, fin 2014, les IRSC, donc l'équivalent de l'INSERM en France, nous appellent à la direction de collaboration partenariat patient à la faculté de médecine, nous dit est-ce que vous pouvez nous proposer une dizaine de patients pour lire des protocoles de recherche avant financement. On a 3 semaines pour faire ça. Si jamais on veut former des patients, c'est pas possible. Donc on regarde, et on a cette chance-là d'avoir
un certain nombre de patients disponibles, on commence à interroger nos patients pour savoir s'il y a des patients qui ont déjà lu des projets de recherche, qui ont déjà travaillé dans une instance, et on a trouvé assez facilement les 10 patients. Parce qu'on a un certain nombre de patients. Et pour faire ce travail-là, on ne peut pas l'improviser. Et je ne sais pas si c'est bien de former des patients à ça spontanément pour cette mission. On les a déjà, parce qu'ils ont un parcours socio-professionnel, ils ne sont pas que malades, ils sont aussi autre chose. Ce qui n'empêche pas, après, de travailler en gouvernance, c'est ce qui se fait aujourd'hui aux IRSC et au Fonds de recherche du Québec, pour avoir des patients qui soient dans les études. Et d'ailleurs, un des critères qui a été mis en place par ces 10 patients, c'est de dire, regardons s'il y a des patients qui sont impliqués dans la recherche, où est-ce qu'ils sont impliqués, quels moyens leur sont alloués, quelle reconnaissance ils ont au sein de l'équipe et à quel niveau. Et c'est une des réponses. Alors, je partage normalement ce point de vue avec la personne qui est à côté de moi, qui me reprendra si ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'on a un petit peu discuté à propos des limites aussi, des cadres de la recherche, des systèmes systémiques, des analyses, des interprétations, des étiquettes, etc. Donc, je voudrais partir d'une expression d'une personne de 95 ans qui est dans une maison de retraite et qui me dit, oui, Françoise Dolto, elle a dit, le bébé est une personne. Eh bien, la personne âgée est aussi une personne. Or, on ne les comprend pas dans les maisons de retraite. Alors, je vois qu'il y a un item dans l'échelle de dimension de partenariat qui indique donc l'humain, le patient comme personne unique. Donc moi, j'aurais envie de dire, au-delà d'une recherche nécessaire, bien sûr, toujours, il faut faire attention aux catégorisations, aux évaluations, aux interprétations, aux classifications. Sinon, on va se retrouver encore serré, coincé, jugé par telle catégorie, et on va enlever les fondamentaux. C'est quoi un humain ? C'est quoi une personne ? C'est quoi un patient ? Avec la méthode de CNV, j'accueille la personne, d'accord ? Et puis il faut trouver le langage qui est parfois étrange, pour accueillir, pour communiquer, voire comprendre quelque chose, mais certainement pas pour classifier et ensuite mettre dans une catégorie et se retrouver encore coincé. S'il y a une révolution qui est en train de se faire, qui est magnifique, moi je trouve, là, dans la santé, franchement, je ne m'attendais pas à une telle révolution, c'est justement l'ouverture à cette différence qu'il va bien falloir accepter quand on est tous différents. Et donc, si on est différent et unique, comme dans le business, c'est précieux. Et c'est ça qu'il faut aller dans cette tendance-là. Je passe la parole pour qu'elle arrête. Je vais être très brève parce que les concepts ont été bien exprimés, mais je voulais simplement dire avec mes mots, voilà, et je suis vraiment désolée avec un D majuscule de devoir légèrement faire référence à mon parcours, puisque je suis à la fois donc patiente chronique et je ne vais pas dire chercheuse, j'ai été chargée de cours, mais dans le sens français, non pas dans le sens belge, mais bon, j'ai collaboré, on va dire, à l'université, et j'essaye vraiment de répondre avec le cœur et la tête. Voilà, je crois qu'il faut vraiment essayer de faire un effort énorme là-dessus, jouer sur cet équilibre. Et je suis, moi aussi, j'ai un esprit assez, je pense, cartésien, parce que j'ai suivi mes études aussi en France, et j'apprécie tout ce qui est tableau, tout ce qui est classification, rationalisation. Mais je crois que vraiment, sans exclure évidemment un minimum de rationalité, c'est très bien qu'il y ait des diplômes, etc., bien organisés, garder une grande part de subjectivité, respecter toute l'hétérogénéité qu'il peut y avoir dans le groupe patient. Et peut-être, c'est une idée que je lance comme ça, et je reprends votre idée, vous avez dit qu'il faudrait peut-être se mettre presque autour d'une table et se dire qu'est-ce qu'on attend des patients. Alors, je n'exclus pas tout à fait ça, mais je me dis que dans ce cas particulier, le cheminement inverse, dans le respect de la maladie plus que du patient, mais en fait ça se recoupe, il faudrait peut-être aller vers chaque patient, et si c'est trop difficile de faire un travail trop individuel, de faire les fameux groupes, voilà, essayer de, par affinité, essayer de voir des parallèles et dire, vous, tel groupe ou telle personne, le plus possible, que pouvez-vous donner au système santé ?
Et vraiment, là, ouvrir ses horizons et peut-être voir ce que chaque patient peut proposer, parce que ça peut aller du simple témoignage et de la simple empathie qui fait un bien fou, même si le patient n'a fait presque aucune étude, puisqu'il a une grande sensibilité par rapport à ce qu'il a vécu. Et puis après, ça peut aller vers le patient qui a des études et qui il les utilise pour analyser comme une grille sur son vécu. Et ça créerait une solidarité majeure entre patients et aussi avec les soignants. Voilà, il ne faudrait pas que les soignants se sentent critiqués systématiquement. Voilà, ça, c'est important. Merci. Une dernière question ? Donc, bonjour, moi je voulais revenir sur votre question, sur le patient qui peut être également chercheur, au-delà de participer au protocole. Alexandre, tu as dit tout à l'heure que la recherche c'est un engagement politique aussi. Et donc à un moment donné, il y a des choix qui sont faits par le chercheur, parce qu'il est patient, d'un ancrage. Toi tu as dit que tu étais ancrage santé publique. Moi j'ai fait un choix, en tant que patient-chercheur, d'être en sciences de l'éducation, parce que je pense que c'est un choix qui me parle plus. Après, on a une posture épistémologique qui va être spécifique. On va avoir des cadres théoriques qui, à un moment donné, vont être propres à sa sensibilité de patient-chercheur. Donc, c'est pas que être inscrit dans le protocole pour savoir si, effectivement, ça correspond aux besoins des patients. Mais je veux dire, la posture même du chercheur, le fait d'être patient, fait qu'à un moment donné, effectivement, la recherche va se faire différemment. Et qui peut être totalement complémentaire d'un chercheur, on va dire, plus... Alors moi, je sais que j'ai du mal à dire patient-chercheur. On est d'abord chercheur avec son fil, parce que tous, on a un engagement politique quand on refait de la recherche. Voilà. C'était juste un commentaire. Ce qui montre bien qu'on est assez balbutiant aussi, finalement, sur ces démarches et qu'on doit trouver des modalités de fonctionnement qui nous amènent à apporter une plus-value, je pense.